Bonjour à tous, on se pose souvent la question, et si une partie de l'argent versé en impôts sur nos investissements pouvait nous revenir? Eh bien aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui peut vraiment faire du bien au portefeuille. Comment optimiser ces impôts sur les revenus financiers en Israël? C'est en quelque sorte le mode d'emploi pour conserver une plus grande part de ses gains, et tout ça de manière parfaitement légale. La question de fond, c'est donc celle-ci. Comment peut-on concrètement alléger cette pression fiscale? Qu'on soit résident à plein temps, non résident ou même un nouvel arrivant, il existe des leviers et des astuces qui sont souvent méconnus. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Bon, c'est parti. Avant même de penser à optimiser quoi que ce soit, il faut d'abord comprendre les règles du jeu. On va donc commencer par les fondamentaux du système fiscal israélien. C'est la base, la clé, pour pouvoir ensuite jouer ses meilleures cartes. Alors, la première chose à savoir sur le système israélien, c'est qu'il est ce qu'on appelle progressif. En termes simples, ça veut dire que plus on gagne d'argent, plus le pourcentage d'impôt qu'on paye est élevé. Imaginez des tranches, comme des paliers. À chaque fois qu'on grimpe un palier de revenus, le taux d'imposition augmente. Le but, c'est une distribution plus équitable de la charge fiscale. Là, on aborde un point absolument crucial, la distinction entre les résidents et les non-résidents. C'est simple, si on est considéré comme résident, l'État va imposer tous les revenus, peu importe qu'ils proviennent d'Israël ou de l'autre bout du monde. Par contre, pour un non-résident, seuls les revenus générés en Israël sont taxés. C'est vraiment la toute première chose à clarifier. Et puis, il y a une catégorie un peu à part qui bénéficie d'un traitement de faveur assez exceptionnel. Il s'agit des nouveaux immigrants, que l'on appelle ici les Olim Hadashim. Pour eux, les règles sont différentes. 10 ans, il faut bien retenir ce chiffre. C'est la durée pendant laquelle un nouvel immigrant est complètement exonéré d'impôts sur tous ses revenus qui viennent de l'étranger. C'est un avantage fiscal absolument énorme, conçu pour faciliter l'intégration et attirer des capitaux dans le pays. Alors, de quels revenus parle-t-on exactement? Eh bien, ça couvre un large spectre. On parle des intérêts sur un compte épargne, des dividendes versés par des actions, des plus-values réalisées en vendant un actif. Bref, ça concerne la quasi-totalité des revenus issus de placements financiers. Voilà, maintenant que le cadre est posé, il est temps de passer à la pratique. On va ouvrir ensemble la fameuse boîte à outils fiscale et regarder quelles sont les stratégies concrètes pour faire baisser la note. Il y a deux grands types de charges à connaître. D'abord, les frais financiers. Si un emprunt a servi à réaliser un investissement, les intérêts de ce prêt peuvent être déduits. Ensuite, il y a les dons. Les contributions à des organismes reconnus par l'État donnent aussi droit à une déduction. Mais attention, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il faut tout justifier. Gardez bien toutes les preuves, tous les reçus. Mais on peut aller plus loin avec des stratégies un peu plus fines. Le premier, c'est d'orienter son épargne vers des produits fiscalement avantageux, comme les plans retraite. Deuxième astuce, jouer avec les pertes et les gains. Une perte sur un investissement peut venir effacer un gain réalisé sur un autre, ce qui réduit l'impôt à payer. Et enfin, le timing est roi. Vendre un titre en décembre ou en janvier peut changer complètement la donne fiscale pour l'année. Une bonne planification, ça peut faire économiser gros. Cette citation, elle résume tout. Gardez des traces de tout. Ce n'est pas juste de la paperasse pour le plaisir. Non, c'est une véritable assurance. Si un jour il y a un contrôle fiscal, ce sont ces documents, les contrats, les factures, les reçus, qui vont prouver que chaque déduction était légitime. Bien, maintenant qu'on a vu les bonnes pratiques, parlons du revers de la médaille. Quelles sont les erreurs à ne surtout pas faire? Parce que connaître les astuces, c'est bien, mais savoir éviter les pièges qui peuvent tout gâcher, c'est encore mieux. L'erreur numéro 1, c'est la plus courante et sans doute la plus risquée, le manque de rigueur dans la déclaration. Une omission, une petite erreur dans un chiffre, que ce soit intentionnel ou pas, l'administration fiscale, elle, ne plaisante pas avec ça et les pénalités peuvent faire très, très mal. La deuxième erreur, c'est un peu le monde à l'envers, c'est de payer trop d'impôts. Oublier de déclarer des frais financiers ou des dons qui sont pourtant déductibles, c'est tout simplement laisser de l'argent sur la table. Ça vaut vraiment le coup de tout vérifier 2 fois avant d'envoyer sa déclaration. Et on termine avec l'erreur qui, paradoxalement, peut coûter le plus cher. Vouloir se débrouiller seul. Le système fiscal israélien est complexe, c'est un vrai labyrinthe. Et c'est s'y retrouver sans un bon guide, c'est prendre le risque de se perdre ou de passer à côté d'optimisations importantes. Consulter un expert, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Allez, on arrive à la fin. Pour récapituler tout ça, comment on fait concrètement pour reprendre le contrôle de sa fiscalité? On va synthétiser les points essentiels à garder en tête. Au fond, le secret, c'est d'avoir une feuille de route claire. Ça commence par bien cerner son statut fiscal. Puis, identifier toutes les charges déductibles possibles.
Ensuite, mettre en place des stratégies intelligentes, comme la compensation des pertes ou la planification des ventes. Et bien sûr, tout documenter, être hyper rigoureux. Et enfin, rester vigilant pour ne pas tomber dans les pièges classiques. C'est ça, la clé d'une fiscalité maîtrisée. Finalement, tout ça nous amène à une question très personnelle. L'optimisation fiscale, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la dernière minute en fin d'année. C'est une démarche active, ça demande de planifier, d'anticiper. La vraie question n'est donc plus de savoir comment faire, mais plutôt, est-on prêt à prendre les choses en main ?